L'idée de construire un fort en mer naît dès le XVIIe siècle. Louis XIV, pourtant soucieux de défendre son arsenal de Rochefort, recule devant les défis techniques. Vauban lui-même aurait déclaré qu'il était aussi impossible de bâtir un fort sur le banc de Boyard que de prendre la Lune avec les dents. Il faudra attendre Bonaparte en 1803 pour que le projet prenne réellement corps. Le chantier titanesque doit d'abord créer une île artificielle en déversant 75 000 m3 de pierre sur un banc de sable submergé à marée basse. 3 assises de pierre de taille sont posées. Une ville base, nommée Boyardville, est fondée sur Oléron pour soutenir l'effort. Mais en 1809, les travaux sont suspendus. L'Empire se détourne de la marine et l'arsenal de Rochefort perd de son importance stratégique. Le fort reste inachevé pendant 28 ans. Il faudra attendre 1837 et le règne de Louis-Philippe pour que les travaux reprennent. Le fort tel qu'on le connaît est achevé en 1859. Haut de 29 mètres, long de 68 et large de 31, il est pourtant dépassé dès sa naissance. L'évolution des canons rend sa position inutile. La portée des tirs couvre désormais toute la passe, sans besoin d'une position intermédiaire. Boyard est alors relégué à une défense passive. Pendant 40 ans, il est plus un chantier d'entretien qu'un bastion actif. Il devient brièvement prison en 1871, accueillant des communards en attente de déportation. En 1913, il est officiellement déclassé. La mer commence son œuvre de destruction. Privé d'entretien, Boyard est pillé. Ferronnerie, boiserie, canons, tout disparaît. Le brise-lames, construit pour le protéger des vagues, est emporté. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands s'en servent comme cible. Puis plus rien. En 1962, l'État vend le fort à un particulier pour 33 000 francs. Mais l'isolement du lieu rend tout projet impossible. En 1989, le département de la Charente-Maritime rachète le fort, conscient de son potentiel patrimonial. On le croit éternel tant il est ancré dans notre paysage et dans l'imaginaire collectif. Pourtant, le fort Boyard vacille. Ce joyau du patrimoine charentais, rendu mondialement célèbre par l'émission de télévision qui porte son nom, fait face à une urgence, sa préservation. Il suffit de tourner autour pour se rendre compte que le fort Boyard est aujourd'hui un monument en péril. L'océan grignote peu à peu sa grande carcasse et les fissures apparentes sont toujours plus impressionnantes. Pourtant, le fort est sous surveillance permanente et son destin n'est pas forcément inéluctable. Le fort Boyard est en danger. Petit à petit, les murs se fissurent. Par le dessous, par les fondations se creusent, donc il risque de s'effondrer. Évidemment que le fort a subi les assauts du temps, les assauts de la mer, les assauts du vent, de la pluie aussi, et que tout cela a joué contre lui. C'est déjà remarquable que cette bâtisse soit encore debout aujourd'hui. Le fort, il est sur surveillance, hein. Il y a des fissures, il y a des pathologies qu'on voit bouger. Donc pour les surveiller, il y a des fissuromètres historiques qui ont été mis en place. Après, il y a de nouvelles générations et nous, dernièrement, donc on a instrumenté le fort avec des fissuromètres enregistreurs qui sont relevés tous les 6 mois et qui permettent de visualiser l'écartement sur un pas de temps et en fonction de la température, l'écartement dans le temps et dans l'année, tout le long de l'année. Donc le but étant de caractériser l'état actuel du fort, sa réponse aux assauts de l'hiver, de pouvoir voir pendant les travaux si jamais on a des phénomènes ou des interactions, et ensuite, à la fin des travaux, de conforter le fait que les protections, l'efficacité des protections. Ça va rester un fort sur surveillance. Les autres éléments de protection ont duré 100 ans. Bon, on ne sera plus là pour le voir, mais on espère que ça durera un petit peu plus longtemps. Reconstruire le fort Boyard à l'identique, voilà le pari fou porté par le conseil départemental de Charente-Maritime, avec un éperon à l'avant et un havre d'accostage à l'arrière. Des travaux monumentaux, pour un coût de 36,6 millions d'euros, qui s'appuient en partie sur un appel aux dons et qui devrait s'échelonner jusqu'à début 2028. Il y a 200 ans, il a été construit, donc au 19e siècle. La construction a commencé en 1805 avec Napoléon Ier. Louis XIV l'avait déjà pensé, mais il a vite abandonné. Et on avait déjà l'éperon à l'avant et le havre d'accostage à l'arrière.
Mais Dame Nature a repris le dessus, ils sont tous les deux tombés au fond de l'océan. Et aujourd'hui, le pari fou est de reconstruire le Fort Boyard à l'identique. On va reconstruire un éperon à l'avant, un havre d'accostage à l'arrière. Il y a aussi la protection périphérique du fort, la risberme qui empêche l'affouillement des fondations qui va être prise. Donc c'est une opération de travaux qui va commencer juillet-août par des travaux de terrassement pour aller ensuite jusqu'à la mise en place du havre d'accostage l'année prochaine et la mise en place de l'éperon l'année suivante. Donc c'est des travaux qui s'échelonnent jusqu'à fin 2027, début 2028. Idéalement, il faudrait en tout cas que l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés jusqu'à présent prennent avec eux sous leurs ailes toutes les bonnes volontés et toutes les personnes qui peuvent participer au cofinancement de ces travaux, même à la mesure de chacun d'ailleurs, même sur des montants qui ne sont pas forcément importants. Finalement, c'est une façon de à la fois préserver l'histoire, bien sûr, d'un monument de la Charente qui est emblématique aujourd'hui, préserver aussi un élément de l'histoire de la télévision française, ce qui est pas mal non plus, et puis surtout montrer que face à l'inéluctable, il est encore possible de se battre. Et moi, j'aime bien cette idée-là. Depuis décembre, nous avons lancé un appel aux dons. Nous avons 36,6 millions d'euros de travaux, 14 millions injectés par le département, 7,6 millions d'emprunts sur 50 ans, des aides à hauteur de 6 millions, de facto il manque 9 millions. Donc j'en appelle à la générosité de chacun. Et je disais, l'émission génère 4,5 millions de téléspectateurs qui rêvent devant leur écran. Si chaque téléspectateur donne 2 euros, on a nos 9 millions. Ça paraît tellement facile. Le montant importe peu, c'est la chaîne humaine qu'on peut créer qui m'intéresse. Que tout le monde se dise, je veux sauver Fort Boyard. Et pour 2 euros, on peut dire, j'aurais sauvé Fort Boyard. Aujourd'hui, accéder à ce géant de pierre perdu en mer se mérite et n'est pas donné à tout le monde. Le fort, protégé du tourisme de masse, ne laisse entrevoir que rarement ses secrets. Pourtant, ce trésor du patrimoine pourrait bien, dans un proche avenir, s'offrir plus largement au public. Les croisiéristes pourront arriver jusqu'au havre d'accostage, de façon à pouvoir entrer dans le fort par la même porte où est entré Lino Ventura et où est aussi entré Alain Delon, c'est-à-dire dans Les Aventuriers en 1967. Il y a des jauges qui seront bien sûr mises en place. On n'a pas encore tous les tenants et tous les aboutissants parce que c'est quelque chose qu'il faut qui se mette en place, qui se pense aussi avec l'émission. Mais je pense que les gens attendent ça avec impatience. Moi j'ai déjà des gens qui me disent on peut réserver ? Ben non, on ne peut pas. Mais je pense que les gens vont s'immerger déjà dans l'émission et rentrer dans l'histoire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se rendent vraiment pas compte de comment est le Fort Boyard, effectivement, la grandeur de l'espace. C'est magnifique. On a fait des opérations avec des hôpitaux ou des associations pour faire venir des enfants qui sont, j'allais dire, soit en fin de vie, soit très malades et dont le rêve est de visiter Fort Boyard. Je peux vous dire que le regard de ces enfants-là, il donne beaucoup de sens à nous, tout ce qu'on fait quand ils viennent à Fort Boyard. Donc, on se dit que transmettre ce regard à d'autres personnes qui vont pouvoir venir le visiter, c'est super. Donc on est ravis. Voilà, on n'a pas grand-chose de plus à dire que ça. En tout cas, moi, à titre personnel, je suis ravi que le fort soit visitable. Le destin télévisuel de Fort Boyard, forgé par le jeu du même nom à l'orée des années 1990, ne s'est jamais démenti au fil des décennies. Pourtant, le tournage des émissions est un véritable défi pour les équipes techniques et reste entouré de nombreux mystères. Et alors que se profilent d'impressionnants travaux sur le fort, cela ne devrait pas remettre en question les tournages, juste demander une plus grande faculté d'adaptation. En fait, Fort Boyard, c'est un lieu qui est très compliqué parce que ça ressemble à un studio de télévision. Il y a tous les éléments du studio de télévision, et en fait, c'est un lieu très compliqué parce qu'on est, en extérieur, donc on subit la météo, 2, on est au milieu de la mer, donc on subit l'air salin, et 3, on est dans un bâtiment historique, et donc on subit le côté historique du bâtiment, c'est-à-dire que tout n'est pas fait, tout n'est pas ultra moderne, donc on s'adapte en fait à ce lieu comme on peut. Quand il y a un grain, en général, on attend qu'il passe. Et on tourne quand même. En revanche, ce qui arrive, c'est que là, aujourd'hui, les vagues ont été un peu puissantes. Il y a un jeu qu'on devait jouer en mer et qu'on a annulé. On a fini par faire un jeu à l'intérieur.
puisqu'on a estimé que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour qu'on puisse jouer. En période de préparation, on est, on va dire, environ 120, 130, tout corps de métier confondu, pour préparer l'émission. Ça dure un mois, alors évidemment on n'est pas 130 dès le début, on démarre à une trentaine de personnes et on finit à 130 tout au bout quand on a les équipes de peintres, qu'on a les équipes techniques, etc., etc. Quand on est en tournage, on est environ 140, 150 en comptant les personnages, les candidats et tout ça. On essaie d'avoir le moins de temps mort possible parce que c'est une émission qui est très dense, on a énormément de choses à tourner et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des gens avec qui on apprécie tourner tous les ans, qui reviennent bosser avec nous et nous on adore bosser avec eux. Et du coup c'est une vraie fourmilière où chacun sait ce qu'il a à faire, où il doit être et il y a une espèce de... c'est un vrai plateau de télévision mais avec beaucoup de gens et dans un endroit très restreint, donc on se débrouille et on arrive à se cacher. Cette année, c'est retour aux origines de Fort Boyard, ou en tout cas au plus proche des origines possibles. On a revisité des épreuves qui ont été cultes. On a surtout un retour officiel du Père Fouras dans la vigie comme son lieu de pilotage du jeu, ce qui n'était plus le cas depuis quand même pas mal d'années, où il retournait en vigie de temps en temps. Mais là, cette fois-ci, la vigie, il l'a réinvesti et il y revit. Dans les discussions qu'on a avec le département, il n'y a pas de sujet. Notre plus gros sujet, c'est l'impact visuel qu'auront les travaux, non pas finis, mais quand ils seront en cours. Et ça, on travaille en bonne intelligence avec le département aussi, pour faire en sorte que tout ce qui va gêner à la visibilité sur l'émission, c'est-à-dire que vous le voyez, on filme souvent des jeux qui peuvent être en mer. Pour le coup, on n'a pas envie d'avoir une espèce de barge moche derrière, donc on sait que le département va nous filer un coup de main, va cacher ces éléments-là. On ne tourne que pendant un mois, donc pendant la période où on tourne les images, effectivement, je pense que le sujet, ça sera de cacher ces éléments-là, mais sinon, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on arrive à tourner. Après 23 ans de bons et loyaux services, l'animateur Olivier Mine tirera sa révérence au terme de la saison 2025 de Fort Boyard. Comme Patrice Laffont avant lui, il aura marqué de son empreinte le programme. L'occasion pour lui de revenir sur le succès du jeu. Je peux absolument rien dire sur ce que j'ai pu apporter au Fort. C'est à vous, observateurs, éventuellement dire quelque chose là-dessus. Mais ce n'est pas à moi à juger de ce que j'ai pu apporter pendant ces 23 ans au programme. Mais une des raisons pour lesquelles le programme a fonctionné jusqu'à présent, c'est que personne ne s'est jamais pris la tête en fait. On est tous d'abord heureux de travailler ensemble et puis au-delà de ça, de retrouver le plaisir de la cour de récré en fait, ou de la chambre du fond. Vous savez, ces endroits de jeu où tout était permis parce qu'en fait, à ce moment-là, quand on jouait, pour ma génération, au cow-boy, on était vraiment un cow-boy, ou si on jouait au voleur, on était vraiment un voleur ou un policier, bref. Il faut y croire toujours avec sincérité, c'est important. Vous savez, j'ai été moi-même candidat il y a très longtemps et je connais donc un peu quand même ce que ça représente d'être candidat. Je dirais qu'encore une fois, ce qu'il faut, c'est avant tout être dans la capacité à s'émouvoir de ce qui se passe et de ce qui se joue autour de soi ou avec soi. C'est d'être curieux, c'est d'être solidaire bien sûr avec son équipe, ça c'est très important. Et puis au-delà de ça, c'est d'être dans un état d'esprit qui fait que même si on a l'impression que ce que l'on va vous proposer est impossible à réaliser, qu'il y a peut-être là matière à se surprendre soi-même en reculant ses limites. Et ça, c'est pas mal non plus. Donc voilà, il faut être dans cet état d'esprit-là, sinon ça marche moins bien. Monument incontournable du patrimoine charentais, icône télévisuelle qui a marqué plusieurs générations de téléspectateurs, Fort Boyard est désormais face aux plus grands défis de son histoire. Le brise-lames disparu n'amortit plus les assauts de l'océan. Les pierres s'effritent, les structures s'usent. Malgré sa célébrité, le fort est plus fragile que jamais. Il aura fallu plusieurs décennies pour l'élever majestueusement au milieu de l'océan. Il pourrait ne falloir que quelques décennies pour le perdre.